moi, je vais apporter un petit contrepoint, entre guillemets. C'est vrai qu'à APF France Handicap, on gère 450 établissements et services, mais on ne gère aucun EHPAD. Donc, ça veut dire qu'on a une vision sur à peu près l'ensemble de la sphère médico-sociale, sauf ce public-là. Et pour autant, on a été confronté au fait que comment dire, la doctrine des pouvoirs publics au niveau du médico-social, elle a avant tout été basée sur la doctrine applicable aux EHPAD. Et nous concernant, ça a été probablement un des gros points d'achoppement pendant toute la durée de la crise et du coup pendant toute cette période de gestion de crise. Et puis je parle au passé, mais en fait je ne devrais pas, parce qu'on est toujours finalement dans ce constat d'une doctrine qui se construit par référence aux EHPAD. Et pourquoi c'est une difficulté pour nous? C'est que les EHPAD ont fait l'objet d'un focus parce qu'il y a eu une comorbidité qui a été identifiée très vite sur les patients âgés. Et il y a eu une sorte d'extension qui a fait que des comorbidités des patients âgés, on en a tiré une sorte de règle sur la comorbidité des publics entre guillemets fragiles. Or, typiquement chez nous, on peut avoir des personnes parfois lourdement handicapées, et même très lourdement handicapées, mais qui pour autant n'étaient concernées par aucune des comorbidités qui étaient identifiées par la HAS. Alors, on a eu du coup à faire face à une gestion qui a été extrêmement différenciée pour nous dans le cadre de la gestion de crise. Et qui a consisté, parce que moi je travaille au niveau du siège, je ne suis pas directeur d'établissement, et en revanche, la spécificité d'APF France Handicap, c'est qu'on est un acteur unique. Il y a une association, il y a une personne morale, et du coup, le directeur général, pour nous, avait l'enjeu de faire en sorte que l'application soit la plus harmonisée, la plus homogène possible au niveau de l'ensemble de notre réseau. Confronté au Covid, on a été à peu près comme tous les autres, c'est-à-dire que quand ça nous est tombé dessus en mars, on n'était pas plus préparé que les autres. On avait cet écart entre le public PA et le public PH à devoir gérer, dans la mesure où le médico-social, ça reste, quoi qu'on en dise, un grand tout, et que les directeurs parlent entre eux, même quand certains accueillent des personnes handicapées, le voisin parfois est un EHPAD, et donc l'enjeu pour nous, c'était de faire en sorte que typiquement, il n'y ait pas d'application dans les structures pour personnes en situation de handicap des mesures applicables aux EHPAD. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait des mesures de protection, et on n'a pas fait exception à la règle. On a appliqué des mesures de protection au sein de notre réseau. En revanche, on a eu de manière un peu constante ce souci de tenir compte de la spécificité de notre public. Ce qui était pas forcément une évidence, dans la mesure où il y a eu une production normative extrêmement importante durant la période. Il y a eu les circulaires de l'État, il y a eu les recommandations HAS, il y a eu le Haut Comité de santé publique, mais il y a aussi eu le Comité consultatif national d'éthique qui a produit des choses intéressantes et des choses importantes. Donc, nous, en termes de gestion de crise, on a pris le parti de dire, parce que qu'est-ce qui fait qu'un directeur va avoir qu'une de vos personnes invitées tout à l'heure appelait le syndrome de l'aval, c'est-à-dire le fait d'aller plus loin que ce qu'on demande? Ben, c'est effectivement un sujet de sécurisation individuelle. Et le parti qu'on a pris, c'est d'avoir une recommandation interne au niveau de nos directeurs de structure, consistant à dire, écoutez, on va absorber toutes les recommandations, qu'elles viennent du ministère de la Santé, du CCNE, de la HAS, du Haut Comité de santé publique. On digère tout ça et on établit une doctrine interne qui est finalement l'ordre donné par la direction générale à ces services. Et ce n'est pas juste un sujet de facilitation technique du travail de nos directeurs.
C'est une manière de dire le directeur général endosse une partie de cette responsabilité qui est celle des directeurs d'établissements et de services, et voilà ce qu'on vous demande d'appliquer. Quelque part, il y a presque une subrogation dans la responsabilité. Et on a essayé de mettre en place cette doctrine, cette ligne de conduite qui fait qu'on avait deux documents internes et dont on attendait des directeurs qu'elles soient appliquées comme on l'avait précisé. Et l'autre intérêt, c'était que ça nous permettait aussi d'y préciser notre vision des choses, notamment sur la question de la liberté d'aller et venir. Vous avez beaucoup évoqué ce sujet et vous avez raison. Cette question de la liberté d'aller et venir, ça a été un combat constant hein, pendant la période. Il y a forcément des directeurs qui savent peut-être plus intuitivement, plus spontanément que d'autres, trouver la bonne mesure. Et nous, notre travail, c'était de finalement travailler pour accompagner ceux qui trouvaient peut-être moins facilement la bonne mesure. Et on en a eu. On n'a pas été plus malin que les autres. Hein. On a eu aussi à faire face à ce type de constat. La réponse qu'on a essayé de trouver, ça a été, et là je pense que ça tient peut-être à une spécificité d'APF France Handicap, le statut de l'association, c'est d'être une association de personnes. C'est-à-dire que moi, mon conseil d'administration, c'est principalement des personnes en situation de handicap. Et le sujet des conseils de vie sociale en interne est quelque chose d'extrêmement structuré. On a bien entendu des conseils de vie sociale comme tous les autres établissements et services, mais on a également un conseil national des usagers qui est une instance un peu unique. C'est-à-dire, moi, avant d'arriver à l'APF, je n'en connaissais pas l'équivalent. On a une institution de personnes accompagnées, élues par les présidents de CVS et qui représentent les personnes accompagnées auprès du siège. Et on a mis en place un système pendant toute la durée de la crise où toutes les semaines, on rencontre le président du Conseil national des usagers, qui est une personne en situation de handicap, qui est également présidente de CVS, mais qui a également ce mandat national. Et toutes les semaines, on a un point régulier avec eux. On a mis en place un système de boîte mail entre les présidents de CVS et le CNU pour faire remonter les bonnes pratiques, mais aussi les moins bonnes pratiques, de telle sorte que quand on constate des anomalies, des points, des pratiques qui sont, passez-moi l'expression, déconnantes par rapport à ce qu'on a décrit dans cette procédure interne, eh ben on puisse faire le nécessaire et corriger quand il le faut. Alors pas d'une manière punitive. Hein. Dans ces cas-là, on travaille avec le directeur pour voir comment procéder. Le plus souvent, c'est une lecture excessive des consignes. Et ça, il faut bien le reconnaître, c'est quand même le carburant numéro un de tous les constats. Hein. C'est d'être dans l'excès de précaution et du coup, là où on pourrait se contenter d'une mesure modérée, ben, on y va au marteau et du coup, c'est totalement excessif. Donc, on est dans cette pratique qui consiste à essayer de repérer et puis d'intervenir chaque fois qu'on le peut et puis en conservant une communication quand même assez fréquente et régulière avec les directeurs de structure pour rappeler un petit peu la ligne. Alors, ce qu'il faut rappeler pour être exhaustif, effectivement, il y a eu au niveau de la production normative des pouvoirs de l'État, et j'inclus les agences dans ce périmètre-là, une production extrêmement importante, avec parfois, et sur certains sujets souvent, des prises de position contradictoires. Il faut reconnaître que, nous concernant, le discours de Sophie Cluzel, donc la secrétaire d'État aux personnes handicapées, a été assez constant sur le souci de veiller
aussi à la santé psychique et psychologique des personnes et notamment euh, comment dire, de réguler les pratiques liées à l'excès de précaution. Ça a été un élément aidant.